La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qu'on appelle dégénérative, c'est-à-dire où certaines parties du cerveau se détériorent de façon progressive et dont on ne connaît pas encore la cause, bien qu'il y ait différentes hypothèses. C'est une maladie qui est évolutive et qui touche beaucoup de fonctions. Très souvent, c'est d'abord la mémoire, mais ça peut être le langage, comme chercher les mots, et ça a un impact important sur les activités quotidiennes, le travail, etc., et parfois les troubles du comportement. Il faut comprendre aujourd'hui que l'on connaît bien les multiples visages de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est très hétérogène. Donc, il y a une variante classique fréquente qui touche la mémoire, mais il y a 3 autres variantes qui vont toucher donc le langage, la variante logopénique ou la variante langagière de la maladie d'Alzheimer. Il y a une 3e variante qui va toucher la variante visuelle, qu'on appelle donc plus les aspects visuospatiaux, visuoperceptuels, l'environnement spatial des patients. Et il y a une dernière variante qui va être beaucoup plus comportementale, qui va toucher donc les comportements en situation sociale. Comment est-ce qu'on se comporte au restaurant ou en attente dans une file au restaurant ou au magasin, et qui donc va amener les familles à consulter, pas tant en regard de problèmes de mémoire, mais en regard de changements dans le comportement. Pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, d'abord, c'est la clinique, c'est-à-dire c'est l'évaluation avec un questionnaire très détaillé de multiples fonctions, mémoire, orientation, langage, etc., etc., et un examen neurologique, et aussi un dépistage neuropsychologique avec des tests particuliers. En général, c'est suffisant pour faire un diagnostic quand la maladie est évidente. Le problème, c'est que la maladie très précoce, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça commence dans le cerveau, au point de vue biologique, de 10 à 15 ans avant que ça apparaisse. Alors, un patient qui a un petit trouble de mémoire léger, il est très difficile de savoir, est-ce que c'est un début très, très précoce de la maladie qui va se présenter, ou est-ce que c'est seulement une dépression, des médicaments, de l'anxiété? Il y a beaucoup de causes qui donnent des troubles de mémoire légers. Le facteur de risque le plus puissant pour développer la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Alors, le vieillissement du cerveau amène une accumulation d'une pathologie qu'on appelle la pathologie amyloïde. Et la maladie d'Alzheimer comme telle se développe en regard de ce facteur de risque-là qui est l'âge. Ceci dit, on voit des Alzheimer précoces, on va appeler ça des maladies dégénératives là, précoces, donc dans la quarantaine, dans la cinquantaine, et ça nous allume plus sur des problématiques génétiques. Mais la majorité de nos cas qui sont sporadiques vont être en association avec l'âge. Donc, par exemple, l'étude canadienne Santé-Vieillissement, qui a été réalisée au Canada là, dans les années 90, montre que si vous approchez 85 ans et plus, vous avez 1/3 des gens qui souffrent de maladies dégénératives. Donc, en regard des gens qui sont 10 ans plus jeunes, 75 ans par exemple, ça tombe autour de 20-25 %. Et si vous enlevez une autre tranche de 10 ans, c'est autour de 10 à 12 %. Donc, l'âge est clairement un facteur de risque majeur pour les maladies dégénératives. Il y a certainement une gradation dans la maladie. On peut voir maintenant, à travers les travaux de recherche, que les gens, par exemple, n'entrent pas dans la maladie d'Alzheimer du lundi au mardi. C'est une gradation très insidieuse et progressive. Elle va passer en général par ce qu'on appelle le trouble cognitif léger. Le trouble cognitif léger, c'est une étiquette qu'on va porter quand les gens ont noté des changements cognitifs qui n'ont pas d'impact fonctionnel. Donc, au quotidien, la personne est encore capable de conduire l'auto, de gérer ses comptes sur Internet, mais il y a des changements en mémoire qui ont été notés, peut même être encore au travail, mais les proches ou les collègues ont noté des petites failles dans la mémoire ou d'autres fonctions cognitives, mais qui n'ont pas d'impact fonctionnel. À partir du moment où il y a un impact fonctionnel, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a des erreurs qui sont faites, des oublis, des conversations importantes, des transactions bancaires, un montant d'argent, là, on parle d'un impact fonctionnel et là, donc, on entre dans un stade qu'on va plus appeler la maladie, le trouble neurocognitif majeur. Et donc, par ailleurs, il y a des auteurs dans la littérature qui ont essayé de grader. Il y a l'échelle de Reisberg sur 7 stades. On utilise plus ou moins ces stades-là en clinique. On va plus se baser sur léger, modéré, sévère pour guider les familles, pour que ce soit concret pour tout le monde et simple à retenir. Est-ce qu'on est en stade léger? En stade modéré, on peut dire dans la gradation que c'est là qu'on voit apparaître d'autres changements que les changements cognitifs. Donc les changements plus sur le plan comportemental, des hallucinations, des propos délirants, des propos paranoïdes. En stade sévère, là vraiment, c'est des patients qui sont dans un stade souvent ou dans un état plutôt clinique catatonique, qui sont au lit puis qui font plus
beaucoup d'activité, sont plutôt apathiques, c'est-à-dire qu'ils initient peu d'activité. La maladie d'Alzheimer, ça ne se guérit pas comme telle. D'ailleurs, je fais souvent allusion aux autres maladies. Vous savez, on ne guérit pas l'hypertension ni le diabète. Si on le guérissait, on arrêterait les pilules et on serait guéri. Alors, ce n'est pas pire l'Alzheimer qu'une autre maladie, mais on peut la soulager et retarder un peu le déclin. Et c'est là qu'on a beaucoup d'approches possibles. Ce n'est pas seulement les médicaments, c'est une approche globale, c'est-à-dire le mode de vie des patients, l'alimentation, comme par exemple pas trop de cholestérol, un peu de poisson, les activités physiques et les activités intellectuelles, la socialisation avec les gens. Tout ça, ça permet au cerveau d'être plus actif et de baisser moins vite. Alors tout ça, c'est le mode de vie, plus des médicaments, plus la surveillance des facteurs de risque vasculaire. L'hypertension, le diabète, le cholestérol sont des facteurs qui augmentent les manifestations cliniques d'un peu d'Alzheimer. Alors, c'est une approche qui est globale, mais on ne les guérit pas. La recherche actuelle, dans laquelle la force est impliquée d'ailleurs, elle vise uniquement à s'attaquer au mécanisme de la maladie, c'est-à-dire essayer de la freiner ou de la bloquer. La recherche actuelle, c'est ça. On a plusieurs façons maintenant pour ralentir l'évolution des troubles de mémoire, je dirais, qui étaient connues mais non appliquées. La santé cardiovasculaire, les mêmes vaisseaux qui passent dans le cœur passent dans le cerveau. Alors si on ne prend pas soin de notre état, notre santé cardiovasculaire, on ne prend pas soin de notre cerveau. Donc bien manger, socialiser, être actif intellectuellement. Si la personne aime lire, aime faire des mots croisés, avoir des conversations stimulantes, c'est quelque chose qui est bon pour le cerveau. Le milieu idéal, c'est un milieu qui est formé de gens qui comprennent, qui connaissent la maladie. Alors, ils connaissent les changements cognitifs, les changements comportementaux. Ils ont à cœur de personnaliser les soins, d'individualiser les soins. Alors, si pour une personne, c'est important d'aller marcher quotidiennement, et ça, c'est pas pris en compte, bien, vous enlevez une portion importante de la réalité de cette personne-là. Donc, si pour une personne, c'est de lire qui est précieux, c'est de pouvoir écouter de la musique qui est précieux, il faut individualiser les soins. On a beaucoup de difficultés dans le système de santé présentement avec les changements de personnel, les fluctuations de connaissances. Les gens arrivent, ne sont pas familiers avec les maladies dégénératives. La maladie d'Alzheimer est connue de tout le monde, mais ce n'est pas la seule. Il y a des variantes de la maladie d'Alzheimer, donc qui sont différentes. Ça peut être plus langagier, visuel ou comportemental. Et il y a aussi tout un spectre de maladies dégénératives qui touchent davantage le comportement. Et les personnels, les préposés, les infirmiers et les infirmières dans le système de santé ne sont pas toujours familiers et sont mal à l'aise avec les changements comportementaux, ne savent pas toujours comment réagir. Donc, un milieu idéal, c'est un milieu connaissant, un milieu constant, puis un milieu individualisé, personnalisé, selon les bénéficiaires qui sont là. Ça prend un environnement qui permet aux gens d'être actifs dans un environnement agréable et calme. Je disais, par exemple, il faut avoir des endroits où les gens puissent se promener dans un environnement calme, avec de la verdure, avec des fleurs, avec des endroits pour s'asseoir au besoin, etc. C'est essentiel, outre le médical. Ça prend aussi un endroit, si c'est possible, où les gens ont des activités qui sont adaptées à leurs connaissances résiduelles. Vous savez, quand le diagnostic d'Alzheimer est fait, le cerveau n'est pas fini. Il y a beaucoup de réserves, surtout les acquis de longue date. Si vous avez une personne qui jouait du piano, par exemple, il est probable que cette personne, malgré l'Alzheimer, va être capable de s'amuser encore au piano. C'est un exemple. Il faut donc trouver des activités adaptées aux acquis de longue date de chaque patient, ce qui est très variable, bien sûr. Ça peut améliorer les patients et c'est connu que ça peut même améliorer le comportement. Absolument. Un environnement respectueux, personnalisé en fonction des goûts, des préférences de la personne, vont clairement amener une diminution des médicaments, notamment les médicaments dangereux comme les psychotropes. Les psychotropes altèrent les fonctions cognitives, réduisent les fonctions cognitives, peuvent même aggraver les comportements plutôt que de les aider. Puis en fait, ces personnes-là qui sont traitées avec des psychotropes en haute dose sont réduites à des gens apathiques, au fauteuil qui ne font plus rien.
L'environnement idéal, c'est un environnement qui respecte les goûts et les besoins de la personne. Vous, je vous enlève votre iPhone pour la journée, là, vous allez trouver ça long. Vous allez devenir irritable. La réalité d'une personne qui est née en 1908, c'est les quilles, c'est le bingo, c'est d'être capable d'aller jouer à la pétanque, même si la game n'est pas... Il n'y a personne qui gagne, ou on ne sait pas qui gagne. Juste le fait d'aller jouer à la pétanque, c'est majeur. Le milieu familial est crucial. On le voit, les gens qui sont bien entourés vont beaucoup mieux. Ça, c'est clair. Alors, les gens qui sont appuyés par des proches qui sont présents, qui amènent des photos, qui sont là pour les activités, qui vont faire bouger la personne, qui, dans les moments difficiles, disons, de confusion ou d'hallucination, vont être là pour recentrer la personne. C'est un élément pivot, c'est majeur. La famille, on le voit, les patients qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir des proches autour d'eux sont constamment exposés à des étrangers qui leur donnent des ordres, qui leur donnent des commandes, puis ils ne sont pas à l'aise avec ça. Donc ça prend, à la limite, quand on n'a pas un milieu familial présent, malheureusement il y a des gens qui n'ont pas de famille, ça prend à ce moment-là un personnel infirmier qui est constant, puis qui est régulier, puis qui développe justement une affinité à travers les soins avec le patient, qui développe un contact avec le patient qui fait que ces gens-là se sentent un peu comme dans une famille. Est-ce que les entreprises privées jouent un rôle important? Jusqu'à un certain point, c'est oui, parce qu'il manque des ressources au niveau des structures publiques. On l'a vu un peu partout dans la province. Il y a plusieurs organismes actuellement qui développent des approches privées avec des maisons puis des environnements comme ça, parce qu'il manque de ressources. Vous savez, les patients Alzheimer qui sont dans des ressources publiques, c'est des soins de base. De base. On traite les petits problèmes de tous les jours, puis on éteint les feux, mais ils n'ont aucune activité du genre qu'on suggère actuellement pour les maintenir actifs. Ça n'existe à peu près pas. Ou s'il y en a, c'est certainement pas très bien connu. Alors, je pense que oui, il y a une place pour des initiatives des entreprises privées. Bien, ce projet-là, tel que je le comprends, c'est un projet avec une vision globale du patient. Dans ce sens-là, ça ne peut qu'être bénéfique selon notre concept du fait qu'une maladie comme l'Alzheimer, ça ne se traite pas juste avec une pilule, tu t'en vas chez vous. C'est une approche de multiples façons. Dans ce sens-là, ce projet m'apparaît tout à fait légitime, personnellement. On n'a pas de traitement en 2018 qui renverse la maladie, mais on a des façons de pallier à la maladie. Puis on a des façons d'améliorer la qualité de vie de ces patients-là. Et donc, c'est de voir un peu c'est comme un microcosme, c'est un environnement où toutes les variables pertinentes sont d'abord pensées, mises en place, et donc de voir quantitativement, de façon scientifique en recherche, si l'impact de ces déploiements-là de techniques plus raffinées, plus personnalisées, va avoir un impact sur la santé. Ça pourrait être révolutionnaire au fond. De pouvoir avoir un concept qui vient gérer, attaquer, aborder des aspects multifactoriels de cette maladie-là, puis peut-être justement de promouvoir la santé et la qualité de vie, c'est majeur.